Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, contexte scientifique. Chapitre 1, rappel de quelques principes théoriques de base. La particularité de notre approche du fonctionnement et du comportement humain tient en ce qu'elle est pour l'essentiel intrinsèquement fondée sur des lois et principes issus des sciences de la nature. Cette approche repose sur de simples évidences. Si l'on accepte le principe selon lequel tout a débuté avec le Big Bang, tous les phénomènes de l'univers s'inscrivent dans une arborescence de fils de causalité issue de ce point de départ. Et de fait, l'énergie libérée avec le Big Bang est, jusqu'à preuve du contraire, l'élément constitutif de toute chose. Tout ce qui compose notre environnement quotidien est un aboutissement du fil continu des transformations de cette énergie initiale. L'homme, parce qu'il fait partie intégrante de ce milieu, la nature, et qu'il résulte dans le cours d'évolution de celle-ci des dites transformations, est également concerné et gouverné à la base dans son fonctionnement et son comportement par les principes physiques qui régissent l'énergie. Ce faisant, son fonctionnement et son comportement sont régis par ces principes majeurs de la physique de l'énergie que sont ceux de la thermodynamique. Le lien de l'homme avec ces principes tient à son statut de structure dissipative. Avant de développer de quoi il retourne, il nous faut d'abord faire un petit détour par quelques notions thermodynamiques de base. Notion basique de thermodynamique. La thermodynamique est le domaine des sciences physiques qui traite des échanges d'énergie et des transformations des systèmes concernés par ces échanges. Fondamentalement, le terme énergie désigne toute forme de travail ou de chaleur. En langage thermodynamique, le travail est l'énergie associée à la dynamique d'un système obtenue au moyen de forces mécaniques. La chaleur est l'énergie dissipée, voire ci-après la notion d'entropie, associée à cette dynamique par le biais de l'agitation de molécules. Le premier principe de la thermodynamique nous dit en substance que l'énergie totale de l'univers est toujours conservée, elle reste constante. Les événements qui se produisent dans l'univers se traduisent par des transformations de certaines formes d'énergie en d'autres formes d'énergie. On ne crée pas l'énergie, on la transforme, confère. À Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le deuxième principe indique que tout système isolé, voire cette notion ci-après, tend vers un état d'entropie maximale. Celle-ci consiste dans la transformation en chaleur de l'énergie, lorsque celle-ci est convertie d'une forme en une autre. Il résulte de cette transformation que l'entropie doit toujours s'accroître dans tout système isolé. Étant donné que l'énergie s'y transforme en permanence, elle peut parfois demeurer constante sous certaines conditions. On assimile généralement l'entropie à un état de désordre ou de dégradation. Quand l'énergie est convertie en travail mécanique, on la qualifie d'énergie libre. Le travail, quel qu'il soit, finit toujours par transformer l'énergie en chaleur. Ce processus énergétique travail-chaleur s'applique également à chacun de nos actes, puisque ceci consiste à transformer de l'énergie. Par ailleurs, on dit d'un système qu'il a atteint son état d'équilibre lorsqu'il est parvenu à son degré d'entropie maximum, à savoir lorsque toute agitation ou mouvement de molécules s'est arrêté, état de dissipation d'énergie maximale. En termes plus savants, l'état d'équilibre est caractérisé par une homogénéité macroscopique parfaite, telle qu'aucun flux net de matière ou d'énergie ne peut s'écouler d'une partie à l'autre du système, Atlan 1979 page 28. Pour les organismes vivants, l'état d'équilibre correspond à la mort. Comme nous le verrons, cet état d'équilibre est aussi celui d'une absence totale d'information. Il a été question plus haut de la notion de système isolé. Il s'agit d'un système qui n'échange ni matière, ni énergie, ni information avec son environnement. Ainsi que nous venons de l'indiquer, tout système isolé évolue en augmentant son entropie, son désordre, sa dégradation, jusqu'à atteindre un état d'équilibre maximum. En revanche, un système est dit ouvert lorsqu'il interagit avec son environnement, en échangeant avec lui de l'énergie, de la matière et ou de l'information. Comme tout organisme animé, l'homme est un système ouvert. Il est consommateur d'énergie et de matière, en particulier les rayons solaires et les aliments, et d'informations. Nous reviendrons plus loin en détail sur ce qu'il y a lieu d'entendre par information. Cette consommation a pour conséquence de diminuer, voire de stabiliser, mais d'une manière toujours éphémère et sans cesse répétée tout au long de l'existence,
les effets instantanés de l'entropie à l'égard de l'individu. Sans cette consommation, l'individu atteindrait assez rapidement l'état d'équilibre. Cela étant, l'entropie croissante finit toujours par s'imposer à lui d'une manière maximale, puisque l'on finit toujours par mourir, état d'équilibre. Le processus d'entropie négative, la capacité des organismes vivants de ralentir ou stabiliser les effets de l'entropie à leur égard, est appelée négantropie. Le constat de ce processus d'entropie négative fait dire à Schrödinger que le propre de la vie est d'inverser le processus de l'entropie, tandis que la matière tend inéluctablement vers le désordre, la vie, quant à elle, maintient en permanence l'ordre et le reconstruit, elle est négantropie. Schrödinger, 1986 page 1. Il est important de souligner que la diminution d'entropie interne de toute structure, organisme ou système, suppose une augmentation d'entropie dans un système plus large, à savoir l'ensemble constitué par le système observé et son environnement. A. Kastler, prix Nobel de physique, énonce ce phénomène en ces termes. Des systèmes ouverts présentant d'un état d'ordre caractéristique peuvent non seulement maintenir mais accroître cet état d'ordre en puisant dans le milieu extérieur de l'énergie et en cédant à ce milieu, d'une manière continue, de la chaleur, donc de l'entropie. L'accroissement d'ordre, et donc de négantropie du système est compensé par la cession d'entropie au milieu extérieur. De tels systèmes qui évoluent très loin de l'état d'équilibre stable sont appelés systèmes dissipatifs. A. Kastler, 1974, cité par M. Forcé, 1989, page 102. Prigogine, également prix Nobel, transformera cette dernière appellation en structure dissipative. Nous en arrivons donc à ce fameux concept de structure dissipative dont il a été question dans l'introduction de ce chapitre, concept clé dont il sera également question tout au long de ce livre. Les structures dissipatives. Le physicien I. Prigogine a donné le nom de structure dissipative à tout système ouvert auto-organisé. La notion d'auto-organisation sera explicitée au chapitre 2, qui se maintient éloigné de l'état d'équilibre, comme défini plus haut, grâce à un apport constant d'énergie, de matière et ou d'information. Tel est le cas notamment de l'homme. Le fait que l'homme soit une structure dissipative confirme son caractère de système inscrit dans les lois de la science physique. Il en va de même notamment des systèmes sociaux, autres structures dissipatives. Mais au-delà, une structure dissipative peut, selon nous, également consister dans un processus culturel ou un type de comportement, ou encore dans un outil produit par l'homme tel le robot, dans la mesure où tous sont producteurs de négantropie, tout en maximisant autant que possible, comme nous le verrons, la production d'entropie évacuée dans leur environnement, via principalement des apports d'informations. Par suite, on définira les structures dissipatives comme étant des systèmes ouverts auto-organisés qui produisent des modifications de taux d'entropie. Le chapitre 2 apportera des données complémentaires en matière de structures dissipatives. On a donc, d'une part, des structures dissipatives matérielles, la Terre, les organismes vivants, les robots, les outils informatiques, etc. Et d'autre part, des structures dissipatives immatérielles, réflexion, valeurs culturelles, comportements, etc. Ces structures de différents types répondent à la définition donnée plus haut. Système ouvert auto-organisé qui se maintient éloigné de l'état d'équilibre grâce à un apport constant d'énergie, de matière et ou d'information. Nous soutiendrons l'hypothèse que l'histoire de l'univers consiste dans une succession continue de structures dissipatives. La Terre est l'une d'entre elles, elle-même conséquence et objet d'une succession de telles structures constitutives de son écosystème. Il en va de même, entre autres, des humains, dont l'existence est également une suite de structures dissipatives, à savoir une succession d'étapes de modification de taux d'entropie, alimentées par des apports d'information et d'énergie-matière. Bien plus, les cellules qui composent l'individu sont elles-mêmes des structures dissipatives. Elles s'approvisionnent en énergie-matière et en information de manière à demeurer éloignées de l'état d'équilibre. Dans le gène égoïste 2003, R. Dawkins explique la capacité qu'ont certaines cellules de se répliquer, dont les molécules d'ADN. Il semble, selon lui, que certaines cellules réplicateurs ont découvert peut-être comment se protéger elles-mêmes, soit chimiquement, soit en construisant un mur physique de protéines autour d'elles. Et il ajoute, c'est peut-être ainsi que les premières cellules vivantes apparurent. Les réplicateurs commencèrent à se construire des véhicules pour survivre, des machines à survie pour y vivre. Page 40.
Puis un peu plus loin dans le texte. Après 4 milliards d'années, les plus anciens réplicateurs ne sont pas morts puisqu'ils étaient passés maîtres dans l'art de la survie. Ils fourmillent aujourd'hui, à l'abri de gigantesques robots, ils sont vous et moi. Ils nous ont créés corps et âme, et leur préservation est l'ultime raison de notre existence. Ces réplicateurs, on les appelle maintenant gènes, et nous sommes leur machine à survie. Page 40. Ces propos ont été notamment corroborés par W.D. Hamilton, dans le cadre de la théorie de biologie évolutive dite de valeur sélective inclusive, lorsqu'il a montré qu'un gène peut assurer son succès évolutionnaire en favorisant la survie et la reproduction des individus qui en sont porteurs. W.D. Hamilton, 1964, pages 1 à 16 et 17 à 52. La plupart de nos cellules possèdent la totalité de nos types de gènes. La cellule présente un état fortement organisé de la matière. Pour ce faire, il a fallu qu'elle utilise l'énergie et la matière extérieure et constitue par conséquent un système ouvert. Dans les faits, ce sont donc nos cellules qui nous conduisent à nous approvisionner constamment en énergie matière et en information, de sorte qu'elles puissent conserver leur état hautement organisé d'une manière pérenne. Du strict point de vue des sciences de la nature, l'entité homme se résume à un assemblage de cellules qui dictent le fonctionnement de l'ensemble. Il ressort de ces propos que les cellules, systèmes ouverts, sont des structures dissipatives et que leur assemblage en corps fait également, et nécessairement, de ces derniers des structures dissipatives. Tels sont donc les humains, raison pour laquelle ceux-ci passent le plus clair de leur temps à échanger de l'énergie, de la matière et de l'information avec leur milieu environnant. En définitive, notre comportement dit de survie tient, d'une part, au fait que nous sommes les machines à survie d'un assemblage de gènes réplicateurs, et d'autre part, au fait que lesdites machines sont appelées à demeurer éloignées de l'état d'équilibre durant une certaine période pour les motifs que nous venons d'évoquer. En résumé, on retiendra que les organismes vivants, dont l'être humain, sont des assemblages de cellules réplicateurs, et que le fonctionnement et le comportement de ces organismes sont l'expression du fonctionnement et du comportement desdites cellules, celles-ci, en tant que structure dissipative, constituant, mise ensemble, la structure dissipative globale qu'est le corps. En définitive, nos réflexions et nos actes, dès lors qu'ils contribuent à nous maintenir éloignés de l'état d'équilibre, n'ont peut-être d'autre objet que d'assurer la pérennité de ces cellules en tant que réplicateurs. Et cette fonction de réplication correspondrait alors à la succession continue de structures dissipatives qui assurent la continuité de l'espèce humaine. Les cellules sont des structures dissipatives constitutives des structures dissipatives que sont, par conséquent, les corps humains, lesquels sont des structures dissipatives constitutives des structures dissipatives que sont les groupes sociaux. En sens inverse, les cellules ont été constituées par la structure dissipative qu'est l'écosystème global, la Terre, lequel résulte d'une longue et lointaine succession de structures dissipatives dont les astres, issus du Big Bang. En définitive, tout dans l'univers est une vaste succession de structures dissipatives se multipliant sans discontinuer. On notera encore que les structures dissipatives constituent des instructions-étapes, dans les schémas algorithmiques qui régissent le fonctionnement et le comportement des structures dont elles font partie. Nous y reviendrons en détail au chapitre 5. Il faut à présent compléter les données qui précèdent avec les incidences de la loi Max-EP. Comme nous allons le voir, cette loi corollaire de la théorie de la thermodynamique joue elle aussi un rôle de tout premier plan dans le développement de notre ouvrage. Loi de production maximale d'entropie, Max-EP. Pour introduire ce sujet, 2 citations de l'astrophysicien F. Rodier. L'univers s'auto-organise de façon à maximiser son taux de production d'entropie. Il crée des structures dissipatives capables de produire de l'énergie libre et de dissiper cette énergie de plus en plus efficacement. 2012 page 50. Plus vite les organismes dissipent de l'énergie, plus vite ils modifient leur environnement et plus vite ils doivent se réadapter. Il y a là ce qu'on appelle en cybernétique une rétroaction positive. Cette rétroaction a pour effet d'accélérer l'évolution, de sorte que tout va de plus en plus vite. Ibidem, page 56. Ces citations trouvent leur prolongement dans la loi Max-EP, initialement conçue par le physicien et mathématicien R. Dewar et qui s'énonce comme suit. Les structures dissipatives maximisent leur production d'énergie libre de façon à maximiser le flux d'énergie qui les traverse.
Cela a pour conséquence de maximiser la vitesse avec laquelle l'énergie se dissipe. On dit que les structures dissipatives maximisent le taux de production d'entropie. F. Rodier, Ibidem, page 32 à 33. Il est important de retenir pour la suite de nos propos que les expressions dissipation d'énergie et production d'entropie sont équivalentes, dans la mesure où une dissipation d'énergie consiste à transformer celle-ci en chaleur. S'agissant de la loi Max-P et de ses applications et prolongements, nous nous référons en particulier à l'ouvrage thermodynamique de l'évolution de F. Rodier, dont ont été tirées les 3 citations ci-dessus. Parmi les implications essentielles de cette loi, F. Rodier relève notamment celle-ci. Un écosystème s'auto-organise de façon à constamment maximiser son taux de dissipation d'énergie. On s'attend à ce que ce processus s'applique aux sociétés humaines. On peut dire qu'une société humaine s'auto-organise pour maximiser la vitesse avec laquelle elle dissipe de l'énergie. Ibidem, page 16. De fait, comme nous le verrons plus loin, les sociétés humaines sont des structures auto-organisées et, en l'occurrence, des structures dissipatives. Notre point de vue est que le processus qui s'applique aux sociétés s'applique également, suivant notamment son caractère fractal. Une structure fractale étant une structure invariante par changement d'échelle, telle la feuille de fougère dont les parties composantes ont chacune la même structure que l'ensemble de la feuille, aux individus eux-mêmes en tant qu'éléments constitutifs des dites sociétés et surtout en tant que structure dissipative, dès lors que celles-ci maximisent toutes, comme nous venons de le souligner, leur taux de production d'entropie. Pour assurer la maximisation de leur dissipation d'énergie, qui équivaut, comme nous l'avons indiqué, à une maximisation de production d'entropie, il faut que les sociétés humaines soient composées d'éléments, les individus, eux-mêmes dissipateurs d'énergie. Et tel est le cas puisque les hommes se comportent constamment de manière à évacuer de l'entropie dans leur environnement, avec pour effet de demeurer durablement éloignés de l'état d'équilibre et de produire, à leur profit, de la négantropie. La théorie physique indique que toute évacuation-diminution d'entropie d'un système accroît la capacité de ce dernier à produire de l'énergie libre dont une partie sera dissipée. La théorie indique également qu'une évacuation d'entropie correspond à une importation d'informations issues de l'environnement. Autrement dit, l'importation d'informations pour un système permet une diminution ou une stabilisation momentanée de l'entropie à laquelle ce système est confronté. Cet apport d'informations correspond donc à une production de négantropie. Le schéma du processus thermodynamique considéré ici se présente comme suit. Information captée, issue de l'environnement égale plus grand que production de négantropie, diminution d'entropie, égale plus grand que production d'énergie libre égale plus grand que dissipation d'une partie de cette énergie, production d'entropie. Ce processus joue un rôle capital dans les hypothèses qui seront développées dans ce livre. En particulier, nous soulignerons que le comportement humain, dans la mesure où il est déterminé selon notre approche par les lois de la thermodynamique et la loi Max-P, est fondamentalement appelé à maximiser constamment de la dissipation d'énergie. Comme le souligne F. Rodier, en régime stationnaire, une structure dissipative perd autant d'informations qu'elle en acquiert, de sorte qu'elle est amenée à renouveler constamment cette acquisition. En résumé, l'homme réalise cette maximisation permanente de dissipation d'énergie, évacuation d'entropie, via une production incessante de négantropie obtenue au moyen des informations qu'il tire de son environnement. Nous inclinons à penser que cette maximisation constitue le moteur du fonctionnement et du comportement des individus. À noter que la loi Max-P n'a, jusqu'ici, pas encore été pleinement démontrée d'une manière mathématique. Toujours selon F. Rodier, elle est à plus d'un titre conforme à l'expérience. De plus, elle s'inscrit dans une logique générale homogène dont témoigne notamment le large éventail d'exemples d'applications qui seront réunis dans le présent ouvrage. Si cette loi Max-P demeure pour l'instant une hypothèse restant à certifier d'une manière absolue, nous n'hésitons pas à nous y référer, d'autant, rappelons-le, que notre livre se conçoit en tant qu'essai, mais un essai, pensons-nous, élaboré d'une manière pointue sur un vaste ensemble d'arguments croisés et recroisés dans un souci de cohérence approfondie. En définitive, il ressort des propos qui précèdent que les hommes, considérés dans leur ensemble, sont conduits à maximiser toujours davantage leur dissipation d'énergie.
Ceci explique notamment pourquoi tout se transforme de plus en plus vite dans la société humaine, et pourquoi celle-ci produit des outils technologiques de plus en plus performants en termes de diffusion d'informations et de production d'énergie libre. Le second principe de la thermodynamique se donne comme une loi d'évolution définissant une flèche du temps. Le plein sens de cette loi est que l'entropie de l'univers augmente irréversiblement à mesure que s'écoule le temps. Monsieur Forcé, 1989, page 71. En important de l'information de son environnement, l'homme améliore constamment ses connaissances. Ce faisant, il diminue son entropie interne pour dissiper de l'énergie toujours plus efficacement. F. Rodier, 2012, page 14. La vie est un processus physico-chimique de dissipation d'énergie. Ibidem, page 56. Dissipation d'énergie et essor économique. Selon F. Rodier, les hommes forment des sociétés de plus en plus complexes qui dissipent de plus en plus d'énergie. Actuellement, l'humanité dissipe en moyenne 2 kW par individu, de façon constante. Un Français moyen dissipe 7 kW, un Américain moyen 11 kW. F. Rodier, Les lois implacables de la thermodynamique 2010. Il note également que les sociétés qui dissipent le plus d'énergie, celles qui ont le développement économique le plus rapide, sont favorisées par l'évolution. Toujours selon lui, le communisme a fini par succomber dès lors qu'il ne dégageait pas une dissipation d'énergie aussi performante que le pouvait le libéralisme. De fait, à l'époque de la guerre froide qui opposait les États-Unis et l'URSS pour la domination du monde, les premiers dissipaient par individu, de façon constante, 10 kW contre 7 kW pour les seconds. Pour F. Rodier, on peut y voir la raison de l'effondrement de l'URSS. Une mauvaise circulation de l'information due, entre autres, mais pas seulement à des dispositions contraignantes d'ordre politique, a sûrement joué un rôle déterminant dans l'effondrement de l'Union soviétique, l'information constituant, comme nous l'avons indiqué, un facteur de négantropie favorisant la production d'énergie libre dont une partie sera dissipée. Nous reviendrons plus largement sur les incidences économiques de la maximisation de dissipation d'énergie, notamment au chapitre 6. Complexité et chaos. Dans ce livre, il sera fait référence à quelques reprises aux théories de la complexité et du chaos. On se limitera ici à quelques données substantielles réduites au minimum, mais suffisantes dans le contexte qui nous intéresse. Complexité. Selon P. Bertrand, le terme de complexité signifie notre incapacité à prédire l'évolution d'un système au-delà d'un certain nombre d'itérations, compte tenu de son comportement non linéaire et de la sensibilité aux conditions initiales, 2008, page 15. Pour le sociologue N. Luhmann, la complexité n'est rien d'autre que l'explosion du nombre de possibilités, d'alternatives et de mise en relation des uns avec les autres. N. Luhmann, 1984, cité par E. Ferrares, 2007, page 142. La complexité s'inscrit donc dans les phénomènes d'interaction, lesquels, selon E. Morin, 2005, supposent des rencontres, elles-mêmes liées à des agitations et des turbulences, c'est-à-dire à du désordre. Ce lien entre la notion de complexité et l'évolution vers le désordre est corroboré par I. Prigogine et E. Stengers, 1979, pages 173 et 200. La conservation d'une grandeur physique, l'énergie, à travers les transformations que peuvent subir les systèmes physiques, chimiques, biologiques, va être mise à la base de ce que nous pouvons appeler la science du complexe. La thermodynamique d'équilibre constitue la première réponse apportée par la physique au problème de la complexité de la nature. Cette réponse s'énonce « évolution vers le désordre ». Chaos. La théorie du chaos s'applique à des systèmes dont le développement évolutif est très sensible aux conditions initiales. La moindre modification ou imprécision dans les données de départ d'un système évolutif peut donner au bout du processus une différence considérable par rapport aux résultats initialement obtenus sans cette modification minime. C'est ainsi que la multiplication par un multiplicateur donné d'un multiplicand donné comprenant un grand nombre de décimales va aboutir à des produits de plus en plus décalés selon que l'on prend en compte, dans ce multiplicand, x décimal, x plus n décimal, x plus n décimal et ainsi de suite, alors que, à la base, la différence des valeurs de ce nombre en elle-même est très faible selon que l'on considère l'une ou l'autre décimale en plus ou en moins.
Le célèbre effet papillon illustre également cette théorie, lorsqu'il envisage la possibilité via une chaîne complexe de causalité, que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil puisse induire une tornade au Texas, métaphore due au météorologue Lorentz en 1972. C'est cette imprédictibilité liée à l'instabilité des systèmes évolutifs qui constitue la toile de fond de la théorie du chaos. Le fonctionnement du cœur est un exemple parlant de phénomènes liés à la théorie du chaos. Les paramètres qui définissent son fonctionnement et son comportement sont très nombreux: émotions, accélération du déplacement, conditions atmosphériques, fatigue, conditions physiques générales, stress, de sorte que l'évolution du rythme cardiaque durant une période donnée n'est pas prédictible, tant il est sujet à des variations dans les conditions initiales. La théorie du chaos ne remet nullement en question le déterminisme, quand bien même les faits auxquels elle s'applique ne seraient pas pleinement prédictibles à terme, leur imprédictibilité relevant uniquement de leur sensibilité aux conditions initiales, sensibilité qui s'inscrit dans un processus de causalité. Quelques considérations en marge. L'astrophysicien François Rodier, auquel nous continuerons à nous référer à plusieurs reprises dans le présent ouvrage, est, à notre connaissance, l'un des scientifiques qui s'est récemment le plus aventuré dans l'étude des liens entre les sciences de la nature et l'anthroposociologie. Dans la préface de son ouvrage Thermodynamique de l'évolution, un essai de thermobiosociologie déjà cité ci-dessus, où il souligne notamment l'importance du rôle joué par la loi Max-P auprès des structures dissipatives, il mentionne qu'il voit son livre comme un programme scientifique pour le XXIe siècle, un programme permettant d'unifier la science, de la cosmologie aux sciences humaines. Nous avons pris connaissance de cette démarche après en avoir également envisagé le principe de notre côté. Sans doute cette convergence d'idées non convenues témoigne-t-elle de signes avant-coureurs d'une nouvelle manière, désormais latente, d'aborder la connaissance, manière consistant à favoriser un rapprochement très étroit, sinon, à terme, une fusion en une science unique? Les sciences de la nature et des sciences humaines. Selon nous, tant que la science n'aura pas réussi à sceller cette union nécessaire, elle n'aura peut-être pas atteint sa pleine mesure. NB. Les hypothèses développées ici à partir des considérations de F. Rodier n'engagent en rien celui-ci. Si l'on m'avait dit il y a 10 ans que les lois de la mécanique statistique, la thermodynamique, pouvaient expliquer le comportement humain, j'aurais souri d'un air dubitatif. J'en suis maintenant convaincu. Les lois fondamentales de la biochimie sont les lois de la thermodynamique, établies par Gibbs. Dans la mesure où les êtres vivants sont des ensembles de réactions biochimiques, ils ne peuvent qu'obéir à ces lois. F. Rodier 2012 page 15. Chapitre 2 Structure dissipative et information. Tous les systèmes vivants connus aujourd'hui possèdent des propriétés communes qui concernent le transfert et le traitement sélectif de la matière, de l'énergie et de l'information. J. Lovelock 1993 page 174. Nous avons souligné dans le chapitre 1 l'importance de l'incidence des principes de la thermodynamique sur le fonctionnement et le comportement humain, mettant en évidence, dans ce contexte, l'importance du concept de structure dissipative. Nous avons vu que celui-ci s'appliquait aux systèmes qui échangent de l'énergie, de la matière et de l'information avec leur environnement, avec pour résultat d'en modifier le taux d'entropie. Au nombre de ces systèmes figurent les humains. On a une idée plutôt précise de ce que sont l'énergie et la matière, mais qu'en est-il de l'information, comment se définit-elle? Cette question est d'importance, dès lors que l'information joue un rôle de tout premier plan dans les hypothèses développées dans ce livre. Mais avant d'y venir, il nous faut d'abord traiter du concept d'organisation auquel, comme nous le verrons, est étroitement lié celui de l'information. L'organisation. NB. Dans l'ensemble des points traitant ci-après de l'organisation en tant que telle et de ses liens avec les phénomènes d'information, il sera régulièrement fait référence à des propos d'Achatlan, qui a abordé ces sujets dans divers ouvrages de grande rigueur scientifique, ainsi qu'à des propos de Morin, extraits principalement du tome 1 de la méthode, sous-titré « La nature de la nature », ouvrage dont divers chapitres sont également consacrés aux questions d'organisation en lien avec l'information. Les définitions que nous donnerons ci-après de l'organisation et de l'information sont spécifiques à la ligne théorique de ce livre, et partant,
à l'approche thermodynamique sur laquelle elle repose en très grande partie. La transformation continue de l'énergie se concrétise dans une transformation permanente de l'environnement et des organismes qui en font partie. Le fonctionnement de notre organisme ainsi que le cours de nos pensées, par exemple, se modifie constamment. En définitive, tout dans notre existence, autour de nous et en nous-mêmes se transforme d'une manière permanente. Il en va ainsi pour l'ensemble des structures dissipatives. La capacité des organismes vivants de ralentir la dégradation, on utilise également le terme de désordre, lié à cette transformation constante qui s'impose à eux en raison de la croissance continue de l'entropie tient à leur caractère de structure dissipative. Le physicien Prigogine a qualifié les structures dissipatives des îlots d'ordre dans un océan de désordre. On parle d'organisation lorsqu'il y a constitution d'ordre négantropie dans une situation globale de désordre-entropie. Pour préciser le lien du phénomène d'organisation avec les notions d'ordre et désordre, ou de dégradation, propres à l'entropie et à la négantropie, on se référera à Morin, 1977, page 35. Le second principe de la thermodynamique se pose en termes d'ordre et de désordre. Il se pose du coup en termes d'organisation et de désorganisation, puisque l'ordre d'un système est constitué par l'organisation qui agence en un tout des éléments hétérogènes. Donc l'entropie signifie à la fois dégradation de l'énergie, dégradation de l'ordre, dégradation de l'organisation. En définitive, l'ordre n'est qu'un état transitoire du désordre. Comme l'écrit encore Morin, tout ce qui est physique, des atomes aux astres, des bactéries aux humains, a besoin de désordre pour s'organiser, Ibidem, page 80. Cet état de fait relève de l'omniprésence du désordre anthropique, lequel conditionne tout fait ou toute activité. L'organisation constitue toujours une réaction au désordre constant en toile de fond, la désorganisation. Elle est toujours éphémère. Le désordre, latent finissant constamment par revenir à la charge, et doit, d'une manière ou d'une autre, se reconstituer, être remise en cause en permanence, si bien que tout dans l'existence des structures dissipatives est une succession d'états d'organisation, de désorganisation, de réorganisation et ainsi de suite. Du point de vue biologique, Angelier 2008, page 33, considère que l'organisation du vivant est en fait une réorganisation permanente de molécules qui se dégradent. Elle produit de l'ordre à partir du désordre, de la négantropie à partir de l'entropie. Il en va de même pour ce qui est de notre comportement. Notre production de négantropie, synonyme d'ordre et d'organisation, s'effectue principalement à l'aide de ressources en information, et conjointement en énergie-matière. Définition de l'organisation. Selon nous, l'organisation, pour une structure dissipative telle l'être humain, désigne l'ensemble des processus de traitement d'informations aboutissant à stabiliser ou ralentir pendant un temps les effets de l'entropie. Comme nous le verrons plus loin plus en détail, l'information est le facteur ressource essentiel de notre fonctionnement. Dans les faits, ainsi que nous le verrons également, nos actes et réflexions, quels qu'ils soient, ont majoritairement pour objet de créer de l'organisation, à la suite d'états de désorganisation, cette organisation aboutissant à produire de l'énergie libre dont une partie sera dissipée. Il est clair, en l'occurrence, que cette notion d'organisation s'apparente pleinement à celle de négantropie. On ajoutera que l'organisation permet et favorise la production de structures dissipatives. On notera encore que les étoiles, notre écosystème, l'ensemble des organismes vivants, outre les hommes, et notre culture sont en tant que structures dissipatives, l'objet de transformations constantes, passant continuellement d'état d'entropie en état de négantropie et vice-versa, autrement dit d'état d'organisation en état de désorganisation puis de réorganisation. L'existence, c'est la fragilité. L'être ouvert ou existant est proche de la ruine dès sa naissance. Il ne peut éviter ou différer cette ruine que par le dynamisme ininterrompu de la réorganisation permanente et le secours d'un ravitaillement extérieur. C'est un étant transitif, incertain, qui a toujours besoin de réexister et qui s'évanouit dès qu'il cesse d'être nourri, entretenu, réorganisé, réorganisant. Morin, 1977, page 206. Sur la base des considérations liées à l'organisation, nous pouvons à présent passer aux définitions de l'information. Définition de l'information. Dans les faits, tout état d'organisation ou de réorganisation va se dégrader en état de désorganisation,
autrement dit, tout état de négantropie se dégrade en état d'entropie. Au cours de l'état de désorganisation se produit habituellement, tôt ou tard, l'émergence d'un bruit, une rupture, une désorganisation instantanée plus ou moins appuyée ou violente, dont l'effet immédiat ou différé sera réorganisateur. Cet effet réorganisateur consiste dans l'apparition d'une nouvelle structure dissipative, le plus souvent immatérielle, celle-ci se définissant ainsi que nous l'avons vu, comme facteur de modification de taux d'entropie. Il est l'élément qui permet, après coup, la reconstitution de l'état négantropique consubstantiel à l'état entropique. C'est ce bruit, à effet réorganisateur négantropique et producteur de structures dissipatives, que nous appellerons information, définition au sens générique. En résumé, l'information est le bruit réorganisateur qui intervient en période de désorganisation et qui déclenche la réorganisation. L'information provient d'une modification de l'environnement, à savoir une modification de son taux d'entropie, modification de ce qui se concrétise par l'apparition d'une nouvelle structure dissipative, le plus souvent immatérielle. On énoncera par ailleurs une définition au sens restreint, correspondant à la notion la plus courante du terme information, à savoir fait ou jugement qu'on porte à la connaissance d'une personne, d'un public à l'aide de mots, de sons, d'images. Définition 2, 4 Petit Robert 2013. Cette définition au sens restreint s'inclut naturellement dans la définition au sens générique. En effet, tout apport de connaissance est un apport d'information et partant un bruit réorganisateur potentiel, susceptible de contribuer à modifier le taux d'entropie du système auquel appartient la structure réceptrice. Il y a lieu également de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.